Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette prestigieuse vente. Pour aujourd'hui, une locomotive, une gare et 3 bouts de charbon. Commençons tout de suite par une pièce exceptionnelle, une locomotive. Oui, celle-ci, là, elle peut tracter autant de wagons que vous le souhaitez, pleine de potentiel, qui ouvre à 3 bouts de bois. Parfait, j'ai 3 bouts de bois. Là-bas au fond, est-ce que j'entends 5 bouts de bois? 5 bouts de bois pour un futur empire ferroviaire? Attention, cette locomotive peut vous rendre riche ou vous faire regretter chaque brindille investie. Adjugé au monsieur pour 7 bouts de bois, j'admire votre confiance aveugle. Bienvenue dans Railway Boom, le seul jeu où tu construis des lignes de train avec du bois et beaucoup trop d'optimisme. Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Railway Boom, un jeu de Hisashi Hayashi, légèrement corrigé par monsieur Simone Luciani et mis en beauté par Yann O'Toole. Alors, c'est un jeu que nous avons obtenu à Essen. C'est le premier jeu que j'ai acheté l'année dernière à Essen. C'est une réimplémentation d'un jeu japonais de 2022 qui n'est pas sorti en Occident. Donc là, il est revu et corrigé avec l'aide de Simone Luciani. On reconnaît un petit peu sa patte, mais on reconnaît surtout la patte de Yann O'Toole. Oui, on a fait des parties à 4 et à 3 joueurs. On a fait plus de parties à 4 qu'à 3. Et évidemment, on a fait la première partie avec la version pré-imprimée du plateau. Et ensuite, sur les autres, on a ajouté les petites tuiles de changement sur les villes qui permettent de modifier leur force et leurs revenus. Au niveau de la règle, elle est vraiment très claire. Le jeu, c'est presque 6 pages de règles uniquement. Ça se lit vraiment très bien. C'est presque un jeu où vous pourriez lire la règle en séance, parce que je pense que ça prendra largement moins d'une heure, peut-être 40 minutes à tout casser. Le plus dur, c'est vraiment d'expliquer la partie en chair, presque, de bien se l'approprier et de bien la transmettre aux joueurs. Mais après, le reste, ça découle de source. Il n'y a plus qu'à lire les différentes actions et ça se fait. Alors, toutefois, il y a une petite problématique, c'est que après être allé voir sur Board Game Geek, j'ai vu qu'il y avait quand même un post sur le forum qui faisait écho sur quelques errata. Alors, les errata ne sont pas vraiment des errata, la plupart c'est des clarifications, mais il y a quand même un qui était vraiment embêtant et qu'on s'en est rendu compte du coup qu'à partir de la 3e partie quasiment, c'est l'action qui vous permet de prendre une gare, de poser une gare sur une ville. Il y a un cas particulier, quand vous avez déjà un rail à cet endroit-là, la gare vient écraser votre rail et vous récupérez le wagon. Sauf que dans la règle, c'était bien noté que vous pouviez prendre un revenu, un peu de joker, à la place de ce que vous voulez. Et en fait, c'est pas à la place, c'est en plus. Ça veut dire non seulement vous allez toucher les revenus de la gare sur laquelle vous vous posez, mais en plus vous allez avoir un joker gratuit. Et donc là, par contre, c'était pas très clair. Et en effet, il y avait plusieurs personnes sur le forum qui disaient qu'ils n'avaient pas du tout joué comme ça, évidemment. Donc là, après, nous, on a pu le rectifier sur les parties suivantes. Mais voilà, il y a ce petit point qui était pour moi vraiment important. Du moment où tout le monde joue avec les mêmes règles. Dans l'absolu, faut compter 20 minutes pour expliquer ce jeu, mais alors grand maximum. La mécanique, elle est simple, les mécaniques sont simples. Ce sont des enchères à plusieurs tours, mais c'est surtout des enchères et un petit peu un réseau à construire. Ce sont les imbrications entre les différentes enchères qu'il faut expliquer. Alors on va dégrossir. On a 4 enchères par tour, ça va en faire 16 au total. On va avoir une première enchère pour obtenir du matériel roulant, des locaux et des wagons. On va avoir une autre enchère pour l'implémentation de ces gares afin de tisser son réseau. On va avoir une autre enchère pour obtenir des technologies, des petits bonus, des petits pouvoirs permanents. Et on va avoir une dernière mise aux enchères à la fin de la manche qui va permettre de se positionner sur des scorings de fin de partie. Celui qui gagnera l'enchère aura plus de points que les suivants. Chaque enchère ayant sa monnaie propre qui sert aussi à l'usage ou à l'activation des biens qui vont être obtenus. C'est là où ça va être un petit peu difficile. Entre tout ça, vous allez activer votre réseau pour qu'il produise points, ressources, revenus, etc. En résumé, 16 enchères qu'il ne faut pas louper, ou plutôt étudier pour savoir si c'est important de se mobiliser pour ce qu'il y a à prendre dedans. On va avoir plusieurs cas où, par exemple, des villes ne vont pas forcément vous intéresser d'aller dans l'enchère parce que toutes vous intéressent. Autant économiser ses ressources. On va ajouter à ça 4 objectifs aux aventuriers du rail, avec un gros scoring sur le plus gros morceau de son réseau qui est continu. J'ai expliqué 80% des règles, clairement.
matos. Au niveau de l'édition, comme on l'avait dit dans la vidéo bilan, le jeu est dans une boîte vraiment ramassée. C'est vraiment, elle prend pas beaucoup de place. Et donc, évidemment, tout ce qui est dedans est ramassé. Vous avez un plateau qui est extrêmement bien pensé, avec les différentes zones de jeu, actions de jeu qui sont dans la couleur de chacune des enchères. Donc, ça vous rappelle les choses. Sur ces zones-là, il y a marqué la mise en place, le nombre de cartes que vous devez donner en fonction du nombre de joueurs. Vraiment, il n'y a qu'à suivre. Il faut un peu s'approprier l'icono, mais c'est vraiment très simple. La seule chose qui est un peu dommage, évidemment, comme tout est ramassé, ils sont partis sur des cartes un peu petites. Voilà, ce sont des formats petites cartes. Alors, très pratique quand vous les avez devant vous pour pouvoir les manipuler et pas que votre tableau de train vous prenne énormément de place. Par contre, au moment des enchères, quand il faut faire une rivière, vous allez forcément la mettre quelque part sur la table, mais qui ne va pas être au centre de la table, qui va forcément être à l'autre bout. Et donc, ça va être compliqué pour tout le monde de voir sur ces toutes petites cartes leur coût et vraiment tout leur pouvoir. Dans l'idéal, il faudrait une sorte de petit plateau qu'on passe à tous les joueurs, ou alors il faut qu'il y ait un joueur qui fasse vraiment la description des cartes à voix haute pour que les joueurs aient vraiment tout ce qu'il faut. Bon, par contre, au niveau de la mise en place, ça va super vite, hein. Vous avez juste les pioches de chaque action à préparer, donc à mélanger, vous les posez sur la table, ça reste là. Vous avez votre plateau personnel à organiser. En plus, la seule différence sur les parties à 2, 3 ou 4 joueurs, c'est la tuile de paiement des enchères qui va changer. Le reste, on ne touche à rien. La mise en place va être toujours la même. On met ses cartes objectifs et c'est parti. En 10 minutes, il est mis sur la table et c'est un des points forts du jeu, je trouve. Complétons tout de même cette mise en place. Si on veut modifier la partie, on va avoir des petites tuiles à placer à droite et à gauche. Là, ça peut allonger un peu, mais c'est un choix qu'on fait. En tout cas, le jeu est magnifique, c'est extrêmement lisible, en tout cas l'iconographie est limpide, c'est grâce au talent de Yann O'Toole, on va pas se voiler la face, c'est un vrai bonheur. C'est lisible dans la plupart des cas, on a légèrement pimpé la lecture des aventuriers du rail ici, pour mieux les identifier sur le plateau, on ne connaît pas à 100% la géographie de la préfecture de Tokyo. Donc c'était plus simple pour nous de les lire. Donc on a pris 3x4 petites maisons de couleurs qu'on a récupérées d'un autre jeu dont on parlera plus tard. Et puis on les a placées pour pouvoir vraiment identifier le chemin et voir ce qui était possible. Donc c'est vraiment chouette. Alors tu parlais des cartes qui sont un peu petites à l'autre bout, moi c'est surtout lors de la manche des technologies que ça me semble plus important que quelqu'un les lise à haute voix, qu'on comprenne ce qu'il y a dans chaque lot, parce que les regarder à l'autre bout de la table, on ne fait pas attention, il faut vraiment que tout le monde comprenne les enjeux, donc je serais plus favorable à ce qu'on les lise. Autant pour une ville, on a des petits jetons pour nous les placer quelque part et se dire qu'est-ce qui est important ou pas, on l'oublie. Aussi, à mes yeux, vis-à-vis de ce matériel, il faut rappeler que en chaque fin de manche, il va y avoir une enchère sur des objectifs de fin de partie. Et donc, plus on va avancer dans la partie, plus elles vont être importantes. Mais il faut bien que les joueurs comprennent quelle ressource va être utilisée pour cette enchère de fin de manche et quel est l'enjeu. Sinon, c'est loupé. Clairement, parce qu'il y a un énorme moteur de points qui est ici. En cours de partie aussi, le plateau peut un peu s'alourdir et devenir un peu difficile à lire parce que on a des petits bonus qui vont être cachés par les petits locaux en bois qu'on va placer dessus. C'est pas un souci, on va un peu les déplacer, mais si on est loin de la place, faudra demander à quelqu'un, une âme bienveillante, de bien nous aider. En tout cas, on apprécie beaucoup les petites tuiles dont je parlais il y a quelques instants pour modifier complètement le plateau, parce qu'une ville peut devenir un énorme enjeu où elle n'est pas précédemment vis-à-vis de la géographie. C'est vraiment appréciable, c'est top. Au niveau des sensations, je vais faire un raccourci un peu rapide, mais c'est les aventuriers du rail experts. Alors en réalité, la partie aventuriers du rail, c'est justement ce qui a été amené par Luciani, je crois, et ça représente vraiment qu'une infime partie du jeu, mais voilà, vous avez ce réseau à construire, des destinations à éventuellement rejoindre, et un réseau à faire très important. Sauf qu'à ça, rajoutez-y gestion de ressources, ajoutez-y une phase d'enchère, voilà, ajoutez un agencement de cartes plateau, et vous secouez et vous obtenez Railway Boom. Donc là, évidemment, vous voyez toute la richesse qu'il a réussi à amener. En termes de sensations aussi, vous allez avoir vraiment de la frustration parce que le jeu est tendu. Vraiment, les ressources, même quand vous en débordez, il y a forcément un moment, vous allez devoir monter en enchère et les dépenser. Et finalement, le jeu, la phase de production, ça ne produit pas énormément. On produit 4, 5, 6 ressources.
Et les 6, on sait qu'elles vont partir en un instant. Donc extrêmement frustrant. Et aussi frustrant sur sa planification parce que vous ne pouvez pas anticiper chaque phase d'enchère. C'est impossible. Vous ne savez pas si la prochaine phase d'enchère, ça va être une foire au super pouvoir et au point de victoire ou juste une enchère toute nulle qui va intéresser personne. Donc vous ne savez jamais trop à quel point vous devez faire un peu l'écureuil qui doit préparer la phase suivante. Et ça, moi, je trouve ça plutôt bien. Et sinon, pour le sortir des aventuriers du rail, il est quand même plus proche d'un Funkenschlag parce que vous avez ce système d'enchères, vous avez ces réseaux qui se croisent avec des surcoûts quand vous devez aller chez l'adversaire, donc ça vraiment, on revient là-dessus. Voilà, sauf qu'il y ajoute encore plus de ressources et une production qui n'existait pas sur haute tension ou sur Funkenschlag. Le lien avec Funkenschlag est assez évident, enfin on ne l'a pas arrêté de le dire dès la première partie, il y a cette enchère dans Funkenschlag, là il y en a 4 tout le long de la partie, certes, et il y a ce côté d'un marché qui devient de plus en plus cher parce qu'une matière se raréfie, ce qui n'apparaît pas ici totalement directement, mais la ressource se raréfie, tu l'as expliqué, se raréfie, donc la parenté avec Funkenschlag est évidente. D'ailleurs ça serait bien qu'on ait une version de luxe de Funkenschlag. En tout cas on se sent vraiment un mania du ferroviaire japonais pour une petite compagnie grandissante pour transporter les petits travailleurs et les touristes dans la préfecture de Tokyo. Là où vous allez vous questionner, en tout cas c'est un conseil, de se questionner sur l'opportunité qui s'offre à chaque enchère. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je dépense tant de ressources que ça? Tu l'as dit, il peut y avoir un lot de techno un petit peu nul, il peut y avoir 4 villes qui vous conviennent, donc on prendra celle qui restera, autant que je garde mes ressources. Ou pas. Il y a sans doute une enchère qui est plus importante que les autres, et ben c'est la première. C'est celle où on va prendre sa première ou sa deuxième loco, pour être très précis, et qui va être le moteur pour tout le reste de la partie, même si on en obtient plus tard et qu'on peut s'en détacher. Elle a quand même son importance. C'est peut-être l'enchère la plus importante, en tout cas la plus moteur du début. Est-ce que je dois vraiment dépenser pour avoir la même chose que les autres, pour cette loco, pour cette ville, pour cette techno, qui m'importe? Enfin, on va se positionner là-dessus, il faut vraiment se questionner plutôt que de dire « Ah, j'ai remporté l'enchère, super, dommage ». Tout valait le coup. Et il y a surtout cet objectif où on va se créer une dépendance. C'est-à-dire que les 4 enchères qu'on va avoir en fin de manche, enfin les 3 premières manches, parce que la 4e c'est la fin de la partie, est-ce que je me crée une dépendance vis-à-vis de cet objectif et est-ce que je me contrains à réaliser ça? Faut se poser la question, ou est-ce que je suis un peu plus délicat de me placer correctement, pas trop haut, pas essayer de trop dépenser, parce qu'il faut le dire, on ne l'a pas dit depuis le début, le premier joueur va dépenser l'intégralité de ce qu'il a engagé. Le deuxième, la moitié, si mes souvenirs sont bons. Ça dépend du nombre du joueur. Ouais. Et puis le dernier, en tout cas dans toutes les configurations, ne paiera rien. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'engager l'intégralité de ses ressources là-dedans? Le petit objectif à l'aventurier du rail n'ajoute pas grand chose, faut l'avouer. C'est assez complexe à réaliser. Ça offre une petite quantité de points qui peut être appréciable. C'est vraiment juste une opportunité supplémentaire. C'est difficile de se projeter et de le fabriquer. En termes d'interaction, je vais commencer, puisque tu es plus copieux que moi là-dessus, c'est des enchères, donc oui, il y a de l'interaction tout du long, du début à la fin de la partie, on commence avec une enchère, on finit avec une enchère, est-ce qu'on va se voir souffler un lot qui nous intéresse, cette ville qui irait plutôt bien dans le réseau pour pouvoir continuer ou le joindre, c'est permanent tout au long de la partie. Oui, et elle est d'autant plus forte à 4 joueurs que sur la partie 3 joueurs. Déjà parce que sur le plateau, en effet, à 3 joueurs, le plateau respire un peu plus. Alors à 4 joueurs, c'est le même plateau, et là par contre, on se croise beaucoup plus facilement. Sur les enchères aussi, à 4 joueurs, le premier et le deuxième payent plein pot. À 3 joueurs, il n'y a que le premier. Et aussi sur le nombre de cartes mises à disposition. Par exemple, sur la partie locomotive, à 3 joueurs, le dernier aura une carte wagon. Alors qu'à 4 joueurs, si tout le monde se gave, le dernier récupérera juste une loco, et ce qui peut être assez violent. Donc vraiment, ça change. Et puis, voilà, tu l'as dit, en effet, sur les enchères, il y a une forte interaction. En effet, ça part plein pot au premier tour, qui est assez déterminant. Et ça va aussi être plein pot à la fin, parce que les derniers objectifs sur lesquels on fait les enchères, c'est-à-dire l'avant-dernier et le dernier, c'est quasiment des points que vous savez déjà à peu près combien vous allez scorer, parce que la partie a énormément avancé, et vous voyez combien ça va vous rapporter, et vous voyez combien vous pouvez dépenser. Et là, on peut atteindre des enchères stratosphériques qui vont interagir les uns aux autres et qui vont vous embêter, quoi.
Ça râle quand même. Mm. Avec qui jouer à 3 à 4? En tout cas, moi je le conseillerais plus à 4. Ça va être une ambiance un peu plus folle, un peu plus tendue. Mm. Ça fonctionne cependant tout aussi bien à 3. Ça va être un peu plus chill, je crois que tu le rappelles. En tout cas, allergique aux enchères, fuyez, passez votre chemin. C'est vraiment pas pour vous. C'est l'intégralité quasiment du jeu qui se base là-dessus. Et c'est un peu le jeu ultime d'enchères, j'ai envie de dire. À chaque étape, on va se questionner en fait sur l'importance de la vente en cours, de l'opportunité qu'on se crée ou pas. Est-ce qu'il faut être attentif aux ressources qu'on dépense et que les autres ont à leur disposition aussi? Euh, Est-ce bien raisonnable face aux enjeux de l'enchère qui est en cours de la manche de se permettre de se donner une vision sur les points en fin de partie? C'est bizarre. En tout cas, l'ambiance, je réinsiste, elle sera beaucoup plus folle à 4. Top. Ouais, en effet, on le voit, c'est plus chill à 3, voilà, parce que on est plus tranquille. Moi, ce que je dirais, au-delà du fait que la configuration 4 joueurs est vraiment la meilleure, c'est que aussi, c'est pas fait pour les gens qui n'aiment pas, enfin, qui ne peuvent pas planifier, en fait, qui ont un besoin de planification. Moi, c'est un des points de règle que j'ai censé se regarder quasiment à chaque partie, c'est que j'arrivais pas à me comprendre pourquoi on jouait la partie locaux sans avoir la visu des gares qu'on va récupérer derrière. C'est vraiment... Parce que les wagons que vous allez prendre derrière, vous avez envie qu'ils combattent avec les gares que vous allez alimenter. Donc, ben non, le jeu ne vous le laisse pas. Vraiment, sur chaque phase, on ne peut pas anticiper la suivante. Donc, il faut prendre quelque chose en se disant, est-ce que ça va être polyvalent? Il faut que ça puisse marcher dans tous les cas de figure. Et donc, les gens qui aiment avoir des voies tout tracées, ben là, vous ne pouvez pas. Là, c'est de l'adaptation sans cesse. Et c'est d'autant plus de l'adaptation, c'est qu'il y a des stratégies locaux, production de charbon, production de points de victoire, production de je sais pas quoi. Et même quand vous trouvez une locomotive de vos rêves, le train de vos rêves, ben les prochaines parties, possibilité que ces cartes ne sortent jamais. Donc vous devez sans cesse refaire votre gameplay. Et donc pour ceux qui aiment être sur des rails, ben là, dommage, passez votre chemin. Sur les autres, si vous voulez de la surprise et de la réadaptation, il est fait pour vous. On y rejoue? Oui, pour moi, il a plein de bons points, comme j'ai dit. Facile à ressortir, mise en place accélérée, facile à transmettre au niveau des règles, et finalement, difficile à maîtriser parce qu'on repart de zéro quasiment à chaque fois. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que l'ordre du tour sur les enchères est relatif d'une session à l'autre. Ce qui fait que parfois, vous avez quand même envie de miser un tout petit peu pour pouvoir remonter dans l'ordre du tour, parce que le moment où il arrive que tout le monde mise 0, et bien du coup, le premier reste premier, le quatrième reste quatrième, et donc dans ces cas-là, vous regrettez de ne pas avoir au moins initié l'enchère un petit peu pour vous replacer. Et donc, il y a vraiment toute cette notion-là, qui est intéressante et qui fait que vraiment le jeu change et change en permanence. Rien n'empêche d'adapter les règles aussi, ou de sortir une règle maison pour pouvoir tout planifier, ou peut-être plus planifier. Une note. Moi c'est une barbe bien fournie. Franchement, il aurait pu avoir la barbe fleurie. Toutes les premières parties étaient vraiment parfaites. Il n'y a rien à en redire. Il se passe quelque chose autour de la table. Il est plaisant. Même notre première partie à 4 joueurs, elle a duré 2h30. Donc quand ils disent c'est 120 minutes, les 120 minutes, il y a vraiment besoin on peut les tenir. Et donc parfait en termes de durée, c'est pas trop long. Donc moi il y a plein de choses qui fonctionnent. La seule chose qui me gêne un petit peu, mais je l'admets dans ce type de jeu. Comme tu l'as dit, la première enchère de locaux, c'est vraiment terrible, c'est la plus importante. Ce premier train, aussi petit soit-il, s'il est bien optimisé, vous allez l'appliquer sur 4 manches. Donc même s'il ne génère que 3 points de victoire et 3 revenus d'argent, à la fin, il y a une sorte d'effet boule de neige qui peut être important parce que ce petit train, il va vous rapporter beaucoup. Et là, ce petit train, généralement, c'est le premier joueur qui le fait parce qu'il a gagné l'enchère. Et donc, on voit bien qu'il y a eu des moments, des parties où les gens s'envolaient devant et on a l'impression que derrière, on rame pour rattraper et que parfois même, on ne peut pas rattraper. Pas gênant parce que le jeu dure 2 heures, donc au final, vous êtes quand même toujours investi. Les systèmes d'enchères fait que vous êtes toujours investi dans le jeu. C'est un jeu qui va quand même vite, il y a une dynamique, il n'y a pas trop de temps d'attente. Donc du coup, on est capable d'accepter ça. Mais il faut admettre que, en effet, si vous ratez le combo qui était présenté à la première manche, quelqu'un va le prendre, ça va être compliqué de lui couper l'herbe sous le pied, il n'y a pas vraiment de moyen. Pour moi, ça sera une barbe fleurie, très fleurie. Pour moi, Railway Boom, c'est pas vraiment un jeu de train, clairement pas un jeu de train d'ailleurs, mais c'est le jeu d'enchères le plus divertissant, le plus amusant, le plus râleur autour de la table que j'ai joué depuis des années. Enchères ouverte en tout cas. On y trouve de la construction de réseau, certes des locaux, des cartes bonus, le tout intégré dans un ensemble qui est vraiment très très bien pensé, qui est gratifiant, c'est chouette, là où les enchères occupent vraiment la place centrale du début à la fin. Moi je me pose surtout une question, c'est pourquoi il n'y a pas de localisation française qui n'est prévue. C'est incompréhensible.
Est-ce qu'il faut organiser une enchère? You win! Et voilà, c'est tout pour Railway Boom. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez les jeux de société autant que nous, il y a plein d'autres critiques à découvrir juste ici sur la chaîne. Clique, installe-toi et on continue à jouer ensemble tranquillement.